Je suis très, très honoré d'ouvrir cette séance, non pas sur un parcours singulier, celui d'un intellectuel que j'aurais pu choisir parmi la grande cohorte de ces penseurs juifs de langue française, mais de livrer non pas une thèse, mais quelques réflexions sur ce phénomène assez singulier, dont on peut se demander s'il a encore un avenir, mais en tout cas qui incontestablement marque une période assez exceptionnelle et assez particulière, à savoir donc la contribution des intellectuels juifs de langue française à la pensée juive comme à la pensée française. Et je voudrais, de ce point de vue-là, je me situe dans le sillage des propos introductifs tenus par Gérard, mais il est vrai que on ne saurait dresser ce catalogue de penseurs ou d'intellectuels juifs de langue française sans le ramener, sans le rattacher à la dimension historique, c'est-à-dire à des événements phares sans lesquels la France ne serait pas la France, et qui ont généré à chaque fois une réflexion, une figure, ou plusieurs d'ailleurs parfois, autour de ces événements. Je veux dire par là que, et cette question revient beaucoup dans des circonstances un peu tragiques ces derniers temps, sur la place des Juifs dans la société française, mais il est vrai que ce qui fait, je dirais, peut-être la singularité, en tout cas un des points qui mérite ici d'être mentionné, c'est que lorsque nous parlons de l'histoire des Juifs de France, de manière un petit peu générale, cela suppose, de la part de l'historien, eh bien, de dégager, de discerner des évolutions. Elles peuvent être sociologiques, elles peuvent être intellectuelles, elles peuvent être économiques, démographiques, géographiques, à propos de cette communauté-là, au cours de son évolution. Mais je dirais que si ce n'était que cela, si l'histoire des Juifs de France n'était que la description de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont apporté, des lieux où ils ont séjourné, de leur degré de pratique, comment les choses ont évolué, les rites, la construction des synagogues, etc., je crois qu'on raterait l'essentiel. Et c'est vrai qu'à cet égard, on aurait en quelque sorte justifié cette distinction, je dirais presque cette séparation, cette coupure entre la communauté française et la communauté juive, sur lequel on porterait un accent particulier. Pourquoi sans bien entendu contester l'importance de ce type de description et d'explication, il m'apparaît néanmoins que s'il y a un rapport particulier entre les Juifs de France et la France, c'est qu'il n'est pas, et là j'affirme cette thèse-là, elle pourra bien sûr être discutée, mais il n'est pas un événement capital fondateur de ce qu'est la France et la République sans qu'elle présente une dimension juive. C'est-à-dire que ce n'est pas, la communauté juive n'est pas une sorte de communauté à part qui s'intègre dans un lieu qui vit sa propre histoire, mais je dirais que dans tous les carrefours qui ont compté, depuis la Révolution française, et effectivement je commencerai aussi par là, jusqu'à aujourd'hui, et je ne donnerai que quelques éléments, eh bien on se rend compte que chaque fois qu'il s'est passé un événement essentiel, déterminant pour la France, pour l'identité de la France, eh bien, il y avait au cœur de ces événements une dimension juive essentielle. Je dis que j'en donnerai quelques exemples, je vais le faire tout de suite. Le premier, bien sûr, est le moment de la Révolution française. Alors, toute histoire de la Révolution française ne peut pas ne pas mettre l'accent, alors plus ou moins fort en fonction de l'orientation de l'historien, mais en tout cas, toute histoire, je dirais, objective de la Révolution française ne peut pas ne pas placer, sinon en son cœur, en tout cas, accorder une importance capitale au moment de l'émancipation de 1791. Non seulement parce que, effectivement, des Juifs qui étaient privés de droits se sont trouvés en mesure de jouir de ces droits, non seulement parce que la Révolution française a signifié l'abolition, ou en tout cas le processus d'abolition de ces discriminations, toutes n'ont pas été du jour au lendemain, mais le processus a été lancé, c'est vrai que c'est dans la première moitié du XIXe siècle que ces discriminations ont été progressivement abolies, dans
sous l'inspiration de la Révolution française. Mais au-delà de l'abolition de ces discriminations, il me paraît que le moment capital, le moment clé de l'émancipation française, de l'émancipation des Juifs, c'est lorsque, effectivement, on considère que non seulement les Juifs pourront jouir de tous les droits comme les autres citoyens, mais ils feront partie de la nation française. Ce ne sera pas une minorité qu'on respecte, qu'on tolère, à qui on accorde tous les droits, mais on accorde aux Juifs je ne vais pas dire ce privilège, puisque les privilèges ont été abolis, mais on leur accorde le droit d'entrer dans la nation française et de se considérer comme des fils légitimes de cette nation. Et à cet égard, la Révolution française a inventé pour les Juifs, mais elle a inventé le modèle de ce que l'on appelle désormais la nation civique, la nation qui ne compte pas ses enfants en fonction du sang qui coule dans leurs veines, en fonction de leurs origines, mais en fonction de la participation à un contrat social. Et que les Juifs aient été ceux qui furent désignés pour être les premiers à concrétiser cette notion-là de la nation ouverte, de la nation, comme on dira, politique, ou de la nation juridique, me paraît quelque chose de capital. Et je crois d'ailleurs que les Juifs l'ont perçu, à l'époque même avec Cerbère, mais avec d'autres, Joseph Salvador au début du IXe siècle, dans la mesure où ils ont, je dirais, saisi l'importance, je dirais, historique, je dirais même, à bien des égards, c'est par cette définition-là que la révolution est révolutionnaire. Elle est tellement révolutionnaire d'ailleurs, cette conception-là de la nation, qu'on verra tout au long du XIXe et du XXe siècle, et malheureusement également du XXIe siècle, des personnes, des groupes, des associations, des idéologies remettre en cause cette idée que quelqu'un appartient à une nation, non pas à travers le sang qu'il génère, qu'il véhicule dans ses veines, non pas à travers la religion qui est la sienne, mais à travers l'adoption d'une langue, à travers le fait même de résider dans un territoire et de s'associer à ce contrat social et politique républicain. Par la suite, effectivement, il y a eu ce que l'on appelle le franco-judaïsme, dont il faut bien reconnaître les limites, et je dirais que la contribution des intellectuels juifs de France, dont je vais sur lesquels je vais me pencher, me semble bien tenir justement à cette aspiration à recomposer ou à transformer cette notion du franco-judaïsme. Pourquoi ? Eh bien parce il paraît assez évident que une fois qu'elle a été élaborée, en dépit, je dirais, de son apparence égalitaire, franco-judaïsme, avec un tiret, on a envie de dire que la chose la plus importante dans ce syntagme-là, c'est le tiret, c'est la liaison, c'est ce qui va faire nouer l'identité française avec l'identité juive. Et cependant, il faut bien considérer, comme d'ailleurs des acteurs et des penseurs de ce franco-judaïsme, eh bien, l'idée, en fait, derrière cette idée de franco-judaïsme, se cachait un projet assimilateur qui consistait, au nom de ce franco-judaïsme, à absorber l'identité juive dans une identité française qui allait complètement la phagocyter. Donc, c'est vrai que le franco-judaïsme a été initialement cette idée que, à terme, si ce franco-judaïsme fonctionne bien, eh bien, on sera de plus en plus français et de moins en moins juif. C'était je dirais, des élaborations, en tout cas celle qui a été le plus admise à partir du XIXe siècle. Si ce n'est que, voilà qu'un deuxième événement, et c'est l'affaire Dreyfus évidemment, qui va bouleverser les choses. Et je reviens encore là-dessus, sur cette idée qu'un événement capital de l'histoire de France, un événement capital dans la formation de son identité politique, puisque, ne l'oublions pas, parce qu'on a tendance à le penser, l'affaire Dreyfus éclate sous la Troisième République. Elle n'éclate pas sous une monarchie contre laquelle des républicains seraient en rébellion. Mais c'est un combat interne à la République, entre des républicains qui déformaient le sens normatif de la République et des républicains, au premier rang desquels on pourrait dire Émile Zola, bien évidemment, qui vont lui donner son sens normatif, c'est-à-dire inspiré directement de cette idée de l'universel. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que l'affaire Dreyfus en quelques mots, sans revenir bien sûr sur l'histoire que vous connaissez tous, c'est bien cette idée qu'on ne juge pas un être
à partir de ce qu'il est, mais à partir de ce qu'il fait. Et donc la judéité d'Alfred Dreyfus ne nous dit rien de ce qu'il a fait ou de ce qu'il n'a pas fait, car cette identité-là ne peut pas préjuger de son comportement. Et l'idée que face au pouvoir, face à la raison d'État, l'individu existe et a droit à la vérité, a droit à la justice et a droit à l'égalité, voilà encore une idée fondamentale qui, là aussi, se converge avec cette idée fondamentale du judaïsme que ce verset qui revient si souvent dans la Bible, qui revient peut-être le plus souvent dans la Bible, tu n'oublieras pas que tu as été esclave en Égypte. C'est-à-dire, tu n'oublieras pas la difficile condition d'esclave ou de minoritaire par rapport à la tyrannie de la majorité. Eh bien, dans ce moment clé, ce moment essentiel de l'histoire de France, il est inutile de dire à quel point la dimension juive existe, est présente et dominante, puisqu'il se trouve que Alfred Dreyfus n'est pas un homme comme les autres, puisqu'il est, comme on disait à l'époque, un Israélite. Mais j'ajouterais, puisque notre propos touche autour de l'intellectuel, c'est à ce moment-là que naît non seulement la notion d'intellectuel, et c'est important ici de le retenir, le mot lui-même, on connaissait intellectuel comme adjectif, mais le mot lui-même naît dans ce contexte-là. Le paradoxe de l'histoire, si je puis dire, c'est que il naît dans la bouche de ceux qui s'opposent aux intellectuels, puisque c'est le camp anti-Dreyfusard qui dénonce cette tentation qu'ont des intellectuels, qu'a le parti intellectuel, de décider d'une position non seulement en fonction de la terre, ou en fonction de la patrie, ou en fonction de la raison d'État, mais en fonction de valeurs. Car c'est là la définition, et c'est important que nous l'ayons en début de journée pour qu'elle nous accompagne tout au long. L'intellectuel, c'est celui qui se place en retrait du pouvoir, qui se place en retrait même de la société, et qui se fait le porte-parole, non pas de groupes sociaux, ni des ouvriers, ou des juifs, ou de qui que ce soit, mais le porte-parole de valeurs, et de valeurs universelles, les valeurs de vérité, les valeurs d'égalité et les valeurs de justice. Et non seulement, comme on le dit souvent, il y a un livre de Christophe Charles qui en parle longuement, c'est la naissance de l'intellectuel, mais j'ajouterais que c'est aussi la naissance de l'intellectuel juif. Alors c'est vrai que, et je fais bien sûr allusion à Bernard Lazare. Alors c'est vrai que Bernard Lazare n'a peut-être pas en France un statut équivalent à celui d'Émile Zola, en dépit du fait que si l'un a écrit J'accuse, l'autre a écrit La vérité en marche, et à cet égard, ils sont l'un a précédé l'autre. Bernard Lazare, qui a été, je vous le rappelle, celui que la famille de Dreyfus a sollicité pour faire la lumière, pour faire la vérité sur cette affaire, eh bien, on trouve chez Bernard Lazare, justement, une mise en cause de cette première mise en cause de ce franco-judaïsme un peu superficiel, celui que j'ai décrit tout à l'heure, consistant finalement à faire que des juifs oublient qu'ils soient juifs pour ne retenir d'eux-mêmes qu'ils ne sont que des Français. Eh bien, Bernard Lazare va être le premier à incarner cette dimension-là, mais en étant véritablement, en relevant véritablement du franco-judaïsme, puisqu'il y a autant d'éléments qui appartiennent à l'identité française et hérités de la Révolution que des éléments tirés de son appartenance au judaïsme. Par quoi ça se traduit? D'abord par le fait qu'il va être en quelque sorte le prophète, ou il va être le compagnon de tous les peuples parias, bien sûr des juifs de Roumanie ou des juifs qui sont ça et là en Russie, qui sont persécutés à la même époque, bien évidemment du paria qu'est Alfred Dreyfus à ce moment-là pour la société française, mais il va être aussi un des premiers adhérents à l'organisation sioniste, puisque Herzl la fonde quelques années plus tard, même s'il faut bien remarquer, il faut bien noter que quelques années plus tard, assez rapidement, finalement, peu de temps avant sa mort, Bernard Lazare va rompre avec Théodore Herzl, précisément parce qu'il a le sentiment que la conception qu'il a du sionisme est une conception un petit peu trop étriquée, un petit peu trop étatique, et n'est pas assez perçue, comme il l'aurait souhaité, comme une œuvre de rédemption, bien sûr pour le peuple juif, mais débouchant sur l'universel. Il a donc reproché en quelque sorte à Herzl d'insister trop sur la dimension particulariste du sionisme et de faire mettre sous le boisseau la dimension universelle qu'il accordait au sionisme. La troisième date, le troisième moment... Alors,
pardon, je continue. Donc l'affaire Dreyfus est aussi un moment clé de l'histoire de France, mais elle est un moment clé de l'histoire juive, avec la naissance de l'intellectuel juif qu'est Bernard Lazare, mais également, et je dirais même surtout, par les disciples de Bernard Lazare, qui, d'une certaine manière, vont réévaluer ce franco-judaïsme dont il se rendait bien compte des limites. Et je pense notamment à André Spire, je pense à Edmond Flegg, puisque tu l'as cité, Gérard, et on pourrait citer Albert Cohen et tant d'autres, qui vont, je dirais, redécouvrir le syntagme juif. Et on assiste, après la Première Guerre mondiale, vous voyez, c'est pas tout de suite, parce que de 1994, 1906, 8 années après, c'est la Première Guerre mondiale, et c'est après cette Première Guerre mondiale qu'ils vont, d'une certaine manière, redonner à la notion juive toute son importance, et ça va d'ailleurs se traduire, dans un premier temps, ne serait-ce que par la liberté de le prononcer. Et c'est important, je le précise ici, parce qu'on a toujours un peu cette sorte de fierté qui me paraît un petit peu déplacée, de croire que ce sont les Juifs de France, dans les années 70, qui ont redécouvert le mot juif en abandonnant le mot israélite. Alors, ils l'ont fait certainement, mais les premiers à l'avoir fait, c'est des gens comme Spire ou comme Edmond Flegg, et il ne suffit d'ailleurs de voir leurs écrits, leurs publications, pour se rendre compte de l'insistance avec laquelle ils mettent le mot juif dans le titre de juif ou des dérivés, que ce soit Écoute Israël ou que ce soit les poèmes juifs, Jacob, je cite comme ça des noms de publications, c'est-à-dire de retrouver, de restaurer cette dimension avec cette idée-là qui est capitale pour comprendre la singularité de l'intellectuel juif, qu'il ne faut plus chercher à dissimuler. D'une certaine manière, je dirais que, je serais presque tenté de faire l'hypothèse un peu aventureuse, que d'une certaine manière, Barrès, qui était le héros de l'antidreyfusisme, Maurice Barrès, d'une certaine manière, les a incités à assumer le vocable de juif, plutôt que de le cacher, de le dissimuler derrière cet israélitisme qui était alors donc porté par l'ensemble de la communauté. Mais sur quoi je veux insister, c'est que les intellectuels juifs à ce moment-là ne sont pas une avant-garde pour eux-mêmes, ils sont une avant-garde par rapport aux notables de la communauté juive. C'est-à-dire qu'à l'intérieur même de la communauté, avec lesquels ils entretiennent des rapports, bien évidemment, mais avec une certaine distance, puisqu'ils incarnent une sorte de rénovation identitaire, là où la communauté, dans ses institutions, reste extrêmement prudente. Le troisième événement, bien sûr capital, et comment ne pas ici l'évoquer, c'est bien entendu la Seconde Guerre mondiale. Il n'y a pas d'histoire de France sans la France occupée, et bien donc également la France de Vichy et la collaboration, et je n'ai pas besoin ici de commenter et de gloser sur la dimension juive capitale de l'histoire juive au cœur de cette histoire de France, certes ici dans une antinomie tragique, dans un écart qui a été fatal, je dirais, mais où d'une certaine manière se rejoue ce débat-là entre république et anti-républicanisme. Alors, cette réflexion-là, ou le fait qu'au cœur du même événement, la Seconde Guerre mondiale, la France occupée, la dimension juive soit présente, et elle est présente bien sûr d'une manière tragique par l'extermination d'un quart de la communauté juive de France, mais je dirais que cela aura cet impact-là aura une secousse à distance. Alors, à la fois par la rénovation, et ça c'est capital quand on parle des intellectuels juifs ou des penseurs juifs de langue française, de le mentionner, c'est-à-dire que cette rénovation, là aussi je veux enfoncer un peu les portes ouvertes, on a toujours l'impression que la communauté juive de France n'était rien du tout et qu'il a fallu attendre la guerre des 6 jours pour qu'elle se restructure. Je ne nie pas l'importance de 1967 dans la manière dont la communauté juive s'est recomposée, s'est identifiée, mais pourquoi nier, pourquoi oublier le travail de ces précurseurs, c'est-à-dire de ces intellectuels juifs qui ont pris sur eux la responsabilité d'assurer la rénovation du judaïsme français en pensant non seulement quel apport les juifs peuvent offrir à la France, mais quel apport les penseurs juifs peuvent-ils offrir au judaïsme. Qu'est-ce que le judaïsme, non seulement qu'est-ce que la France, la République, l'universel peut apporter à l'identité juive,
dans une sorte de dialogue, de va-et-vient, de négociation capitale, mais également quel apport le judaïsme peut-il apporter à la modernité en général et à la modernité française. Et c'est bien entendu le travail essentiel de ce que l'on a appelé pendant très longtemps les colloques des intellectuels juifs de langue française, avec des personnalités, je le rappelle, aussi différentes, et j'insiste sur ce pluralisme en une époque où le pluralisme se porte mal, qui met à la même table des gens comme Emmanuel Lévinas, comme André Neher, comme Vladimir Rabhi, comme Albert Memmi, des uns qui croyaient au ciel, des autres qui n'y croyaient pas. Eh bien, des uns qui étaient sionistes et d'autres qui ne l'étaient pas non plus. Eh bien, cette pépinière-là, et je garde précieusement ces gros volumes qui avaient été édités par les presses universitaires de France et puis après par d'autres éditeurs, qui ont été le moment de la Renaissance, le moment où, effectivement, cette communauté juive renaît de ses cendres, en quelque sorte, grâce à l'apport de ces intellectuels qui ont créé l'institution, pour le coup, qui ne se sont pas terrés dans une tour d'ivoire, mais qui ont créé l'institution même nécessaire pour que, de manière régulière, de manière biannuelle, puis ensuite annuelle, eh bien, les intellectuels juifs réfléchissent sur leurs conditions juives, mais également des problèmes généraux, que ce soit le pardon, la conscience juive, la responsabilité. Voilà, si vous regardez la thématique des 40 colloques qui se sont égrenés des années 60 à aujourd'hui, enfin jusqu'à il y a quelques années déjà, vous seriez étonné, et en tout cas fasciné par l'étendue, la largeur d'esprit qui a caractérisé tous ces colloques, et dont je rappellerai d'ailleurs les fameuses lectures talmudiques, peut-être elle nous en parlera tout à l'heure, mais étaient le moment de conclusion de ces colloques, là qu'André Neher inaugurait avec les lectures bibliques, et Lévinas prenant sur lui la responsabilité d'assurer la leçon talmudique. Et puis enfin, le dernier événement, et je m'arrêterai là parce que je ne veux pas arriver à la période trop immédiate, qui pourrait être effectivement janvier 2015, dont on ne voit pas encore les effets immédiats, mais c'est bien entendu 1968. Quoi qu'on en pense, quel que soit l'héritage, et je sais à quel point il est décrié aujourd'hui, mais mai 68, une histoire de mai 68 ne peut pas être conçue sans la place éminente d'intellectuels juifs qui y ont pris part directement ou indirectement. Et je dirais pourquoi, et je vais encore une fois le montrer à quel point c'est un moment capital, en me référant à ce slogan voilà, qu'on aime bien citer, mais dont on ne comprend pas la portée historique, qu'en France, 28 ans après l'occupation allemande, 70 ans après l'affaire Dreyfus, des Français, des étudiants pour la plupart, sont dans les rues de Paris pour crier à haute voix « Nous sommes tous des juifs allemands », c'est quelque chose dont on n'a pas mesuré, me semble-t-il, la rupture. Que des gens disent « Nous sommes allemands » et que des Français disent « Nous sommes allemands » et que des Français disent « Nous sommes des juifs », c'est quelque chose qui aurait été inconcevable. Et de ce point de vue-là, c'est une rupture. Et cette rupture, qu'est-ce qu'elle a entraîné ? Eh bien, elle a entraîné, effectivement, trois, si vous voulez, réflexions de retour, mais tout à fait pertinent et tout à fait essentiel dans l'histoire intellectuelle juive de la France. C'est bien entendu le retour au judaïsme, c'est aussi le retour à Israël et c'est au retour aux racines racines diasporiques à travers la Shoah et à travers le Maghreb et les mémoires culturelles du Yiddishland ou d'Afrique du Nord. Pourquoi ces trois éléments me semblent importants de mentionner ? Parce qu'ils soulignent, me semble-t-il, ce qui fait la contribution essentielle des intellectuels juifs de langue française, c'est-à-dire un va-et-vient permanent, une dialectique entre particularisme et universel. Et je dirais que de la même manière que la France se décline elle-même à travers cette dialectique entre le particularisme et l'universel, eh bien, il m'apparaît que ce moment-là, après 68, a été capital. Et pourquoi il a été capital ? Eh bien, il me semble, si je devais mentionner ce qui m'apparaît être la contribution la plus éminente, eh bien, c'est que cet apport-là de la pensée juive en France après mai 68, eh bien, n'a ni plus ni moins que transformer la culture politique et nationale. En quel sens ? Eh bien, il me semble que si de 1900
après la Seconde Guerre mondiale, de 1945 à 1968, la culture était dominée par la culture du héros, c'est-à-dire le résistant, celui qui avait pris les armes à la main, et considérez l'historiographie, c'est de cela qu'elle parle. Prenez les romans les plus populaires dans les années 50 et 60, c'est de cela qu'ils nous parlent. Les premiers à nous parler comme des précurseurs de la catastrophe, c'est-à-dire non pas le regard posé sur le héros, avec tous les mérites qu'il a. Il ne s'agit pas du tout pour moi, ni pour eux d'ailleurs, de sous-estimer l'importance qu'ils ont eue, évidemment, pour la libération de la France, ou les héros pour la libération d'Israël, et on pourrait citer comme ça énormément, prendre beaucoup d'exemples. Mais il me semble que la contribution essentielle, c'est qu'ils ont en quelque sorte détourner le curseur sur le regard penché sur la victime. Et les premiers à l'avoir fait, c'était effectivement Manes Perber, Elie Wiesel, André Schwarzbach. Je rappellerai aussi, parce que ça fait partie aussi de ces choses qui me paraissent toujours être moins évoquées, on a encore une fois toujours le sentiment qu'on a découvert que la mémoire de la Shoah, c'est quelque chose qui est postérieur aux années 80. En quelque sorte, ça aurait commencé avec la Shoah de Claude Lanzmann. Je vous rappellerai, et que la France l'aurait jusque-là ignoré, je vous rappellerai que 3 des livres qui obtiennent le prix Goncourt, et je prends le prix Goncourt comme référence de culture populaire, etc., dans les années 50 et 60, sont accordés à des romanciers juifs dont le sujet principal est autour de la Shoah. C'est les Homélées de Roger Icor, c'est le dernier des Justes de André Schwarzbach et le livre Le sel et le soufre de Anna Langfuss. Eh bien, qui a été un peu ignoré, bien entendu, mais néanmoins qui a aussi compté. Alors, bien sûr, le Mendiant de Jérusalem de 1968, là, c'est après mai, justement, c'est quelques mois après, restaure ou remet les choses, enfin, donne le sentiment que l'on a retrouvé cela à ce moment-là, mais il me semble qu'il ne faut pas oublier ces voix précurseurs qui les ont précédées. Néanmoins, ou pour conclure, puisque je vois que j'arrive à la fin de mon intervention, je dirais que ce qui caractérise cette contribution éminente, si je devais la résumer, c'est effectivement cette recherche d'une complémentarité, c'est-à-dire quelque chose où l'on n'abandonne ni l'un ni l'autre. Il ne s'agit pas, pour être plus juif, d'être moins français, ou pour être plus français, d'arrêter d'être juif. Je dirais que la singularité, ou ce qui me paraît être le message peut-être commun à des pensées si diverses et dont on va nous entretenir dans la suite du colloque, c'est précisément d'avoir toujours été sensible à la langue, bien sûr, de Montaigne et de Descartes et de Rousseau et de tout ce qui a été le trésor de la philosophie et de la littérature française. Mais au-delà de ça, ça a été de rechercher en permanence ce par quoi les choses se ressemblaient, se distinguaient et dans quelle mesure une convergence profonde les unissait. Je vous remercie. Merci infiniment. C'est toujours un bonheur de t'écouter, Denis, parce que la passion avec laquelle tu introduis les différents thèmes est tout à fait extraordinaire.